Mission TV, le miroir du monde. Cette fois-ci, le peuple descendra dans la rue. Et le peuple n'est pas prêt. Le peuple n'est pas prêt pour que les politiciens escrocs allaient, prendre les devants. Qu'on mette sur la même balance la problématique du recensement et la problématique de la date constitutionnelle des élections prochaines. Parce que le glissement, c'est la violation de la loi. Bon, on peut dire que les autres ont glissé, pourquoi pas nous? Mais pourquoi pas vous? Parce que vous avez défendu l'état de droit. Et nous, sénateurs, 2 sénateurs, 10 sénateurs, des sénateurs, on le trouve dans les toilettes du palais du peuple en train de se... Nous ferons toutes les pressions nécessaires pour amener ceux-là à aller vers le peuple avec nous pour que celui-ci tranche. Il s'agit de la guerre du peuple face à ses oppresseurs. Il ne s'agit pas d'un clivage entre eux et nous. Ce serait même nous faire honneur. Nous sommes trop petits. Seront connus de tout le monde. Nous sommes le seul pays où on ne sait pas ce que le président de la République touche. Nous sommes le seul pays où on ne sait pas ce que le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat touche. Il y a 13 délégués qui composent sa plénière, dont 6 sont membres du bureau. Dans les 13 délégués, vous avez 10 politiques, 3 sociétés civiles seulement. Et encore, dans cette société civile, le président est issu de la société civile, mais il est tout de suite après politisé. La dépolitisation de la CENI. J'ai dit et puis je vais vous expliquer quand on entrera dans l'organisation qu'on propose. Nous voulons rendre l'organisation et la gestion des élections crédibles et transparentes. Quand je dis crédible, donc réellement crédible et transparente. Nous voulons renforcer l'autorité de la plénière de la CENI en tant qu'organe de contrôle dans le bureau. Cinquièmement, il faut que les résultats proclamés reflètent réellement la vérité des jurés. Ça fait 16. Et ces 16-là composent les bureaux. Voilà. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence Stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96. Et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanokakae. Merci. Disons que le modérateur a déjà introduit pour l'essentiel. D'abord, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
je voudrais de prime abord remercier au nom du Présidium de la MOCA d'avoir répondu nombreux à cette manifestation, à cette conférence, qui est la première qui inaugure une série de conférences, comme l'a dit le modérateur, à travers lesquelles le Présidium de la MOCA va vous présenter ses propositions, ses projets de réformes institutionnelles. Évidemment, à la suite de toutes ces présentations, vous réagirez par des propositions, des remarques, des observations, directement, spontanément, ou après avoir plutôt lu par écrit. Nous viendrons vers vous cette fois-là, ou vous viendrez vers nous. Nous sommes très ouverts parce qu'il s'agit d'une approche d'enrichissement et de participation de toutes les forces vives, mais aussi de nos partenaires. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, le chaos électoral de décembre 2018 a plongé une fois de plus notre pays dans l'illégitimité endémique, qui date des 60 avec des cycles électoraux contestés, à la base de l'instabilité, de l'insécurité, de l'absence de cohésion nationale et de la rupture entre les peuples et les sommets, avec pour conséquence les crises récurrentes au plan, déjà la pauvreté sociale et économique et les crises qui ont failli. Il n'y a pas de démocratie, ce ne sont pas des états de droit dans la plupart des cas. On a mis en place des institutions pour gérer les élections. Les politiques ne faisant pas confiance au ministère de l'Intérieur en place. Et, prochain slide, nous avons mis en place la CEI au départ, Commission électorale indépendante. Donc, une centrale électorale. Cette centrale électorale était occupée, envahie par les politiques. La CENI actuelle, si vous voyez sa composition, il y a 13 délégués qui composent sa plénière, dont 6 sont membres du bureau. Dans les 13 délégués, vous avez 10 politiques, 3 sociétés civiles seulement. Et encore, dans cette société civile, le président est issu de la société civile, mais il est tout de suite après politisé. Il vient des confessions religieuses et depuis que ça a commencé, depuis 2005-2006, c'est soit un abbé, soit un pasteur, soit un membre envoyé par une église. Et tout le temps, ces membres ont été récupérés par les pouvoirs en place. Donc, c'est ni politisé, 10 délégués de forces politiques, 3 délégués de forces sociales seulement, et vous avez une plénière et un bureau. Dans le bureau, le président, comme j'ai dit, est récupéré. Les vice-présidents à qui on a confié beaucoup plus de responsabilités et membres de la majorité, entre guillemets, politique à l'Assemblée nationale. Et les rapporteurs viennent de l'opposition. Tout de suite, quand ils entrent dans la CENI, ils font équipe, et les présidents, et les vice-présidents, et les rapporteurs. Donc on n'a rien d'indépendant. Le rapporteur, les questeurs, vient aussi des politiques. Et toute la structure est politisée. Vous avez la structure, je ne veux pas commenter davantage, mais vous connaissez la CENI aujourd'hui. Et à la CENI, on a confié, on a créé ce qu'on appelle le secrétariat exécutif national, l'administration de la CENI. Et tout le monde vient de là. Monsieur Ronsard Malonga, qu'on propose, il était secrétaire exécutif national. C'est l'homme clé qui fait tout. Et c'est par là que la tricherie commence.
Alors, nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Prochain slide, s'il vous plaît. Prochain slide sur les... Voilà. La réforme de la loi s'articule autour des idées suivantes. D'abord, la dépolitisation de la CENI. J'ai dit et puis je vais vous expliquer quand on entrera dans l'organigramme qu'on propose. Nous voulons rendre l'organisation et la gestion des élections crédibles et transparentes. Quand je dis crédible, donc réellement crédible et transparente. Nous voulons renforcer l'autorité de la plénière de la CENI en tant qu'organe de contrôle. Nous voulons garantir l'indépendance et l'impartialité des membres et du personnel de la CENI. C'est très important. Quand les membres sont là, ils doivent travailler pour la République, ils doivent travailler pour que les élections soient le reflet des positions du peuple. Il faut que ce soit la photographie en ces moments des forces politiques dans le pays. Cinquièmement, nous voulons que les résultats proclamés reflètent réellement la vérité des urnes. Et nous voulons élargir la gestion de la CENI à d'autres structures de la société civile. Pas seulement 3 membres de la société civile. Puisque les politiciens occupent toutes les places et la société civile est laissée à la portion congrue. Et nous voulons, dans cette réforme, que la société civile occupe une place de choix, mais que cette société civile fasse réellement son travail, qu'elle ne soit pas inféodée et parce qu'elle est proche de la population, qu'elle reflète réellement ce que le peuple congolais veut. Septièmement, nous voulons redéfinir les attributions des organes de la CENI. Vous avez la plénière, vous avez les bureaux, et nous devons redéfinir les attributions, et nous irons plus loin, nous allons voir comment éclater certains autres organes. Sélectionner les membres de la CENI sur base de leurs compétences. On ne va pas venir parce qu'on est frère d'eux, sœur d'eux, et de je ne sais qui, parce qu'on fait partie de telle organisation. Non. Nous voulons que pour certains postes, vous allez le voir, comme le rapporteur. Pourquoi le rapporteur de la CENI doit être un politique? Pourquoi les questeurs de la CENI doivent être un politique? Donc nous voulons des concours pour recruter certains membres de la CENI. Nous voulons déconcentrer le pouvoir du secrétaire exécutif national actuel. Il a trop de pouvoir. Nous allons subdiviser le secrétariat exécutif national en 3. En 3 secrétariats, c'est ce qu'on appelle dans le jargon du business aujourd'hui de la fonctionnalisation. Nous voulons fonctionnaliser. Pas des structures pyramidales. Il y a des chefs qui est tout puissant, tout sacré. Non, nous avons des responsables qui maîtrisent leur département, qui savent ce qu'ils font et ils proposent des choses concrètes à la centrale électorale. Nous voulons réaffirmer le principe d'autonomie administrative et financière de la CENI. Nous voulons rendre effectif les services audit internes. L'audit est là pour aller voir si ce qui devait être fait, ce qui a dit qu'il devait être fait est réellement fait et selon les procédures. On ne peut pas, dans ce monde moderne, dépenser $1 milliard et que personne vienne demander compte. Et ça, c'est extrêmement grave. Nous sommes au XXIe siècle où il y a l'argent des contribuables et même des partenaires. Cet argent est dépensé sans qu'on sache exactement comment ça a été dépensé. Et donc, nous voulons aussi mettre fin à l'impunité des intervenants dans le processus électoral. Vous ne pouvez pas venir fabriquer des chiffres comme vous voulez et puis vous pavanez dans la ville, dans le pays. Et vous avez encore les kilos de prendre la parole. C'est une insulte au peuple. C'est extrêmement grave.
Dans aucun pays au monde, ça peut se faire. Moi, je ne peux pas. Et nous avons droit à la différence. Chacun de nous a droit à la différence. On ne peut pas, parce qu'on dit que non, les Congolais acceptent l'inacceptable. Non, pas tous les Congolais. En tout cas, pas le peuple congolais comme je le comprends. Nous devons faire respecter la durée de mandat de la CENI, des membres de la CENI. Durée de mandat, 6 ans. 6 ans, fini, vous partez. Vous ne pouvez pas rester là. Vous partez. Et puis, on doit mettre en place des mécanismes pour que la centrale continue de fonctionner normalement. Et nous devons aussi garantir le droit à la sécurité sociale au personnel de la CENI. Les personnels de la CENI sont des hommes et des femmes qui ont des responsabilités et qui ont une vie à mener. Donc, ils ont droit à la sécurité sociale. Et enfin, nous voulons garantir la liberté syndicale aux gens et cadres de la centrale électorale. Donc, s'ils ont des revendications, il faut qu'ils présentent ces revendications. Voilà l'esprit qui habite cette réforme. Vous le voyez maintenant, les transmis dans un organigramme. Nous avons 2 structures. La première, c'est la plénière. Et nous voulons une plénière de 23 membres. La plénière actuelle, c'est 13 membres. Nous disons 23 membres. Comment? Nous avons une plénière. Vous avez 8 délégués des confessions religieuses. Ça, c'est un pays très religieux, spirituel. Et 99% des Congolais, plus que 99%, sont des croyants. Donc, nous disons à nos pères spirituels, vous avez la responsabilité de mettre tout en ordre. Nous voyons au Sénégal, dans certains pays, ce sont les religieux. Le Sénégal, le pays que je connais, qui est en crise aujourd'hui, vous voyez déjà 95% des Sénégalais sont musulmans. Peut-être moins de 5% catholiques. Mais le Sénégal, c'est un pays qui a permis d'avoir, au départ, un président qui était serré, Léopold Sédar Senghor, catholique de surcroît. Donc, ils ont su se mettre d'accord. Et à chaque fois qu'il y a un problème, et là, les imams, les religieux catholiques et autres se mettent d'accord pour voir comment régler le problème avec les politiques. Et je crois, sincèrement, nos pères spirituels, vous êtes là, que votre responsabilité est engagée. Ce n'est pas de vous mettre un délégué, le président, qui va être acheté, et que vous commencez à vous disputer et comment est-ce que nous allons décider. Nous avons réglé ces problèmes. Vous, 8, vous avez 8 confessions religieuses. Vous représentez la plénière et vous serez aussi le bureau. Et en plus de ces 8 délégués des confessions religieuses, nous ajoutons 8 délégués de la société civile, d'autres organisations de la société civile. L'organisation des femmes, c'est les mois de la femme, 2 délégués. L'organisation, donc les mouvements citoyens, 2 délégués. Vous avez l'organisation des, comment on appelle ça, les conseils supérieurs de la magistrature, 1 délégué. L'ordre national des avocats, 1 délégué. Les organisations qui s'occupent des élections, 2 délégués, et ça fait 8. 8 ajoutés aux 8 religieux, ça fait 16, et ces 16-là composent les bureaux. Voilà, et au sein de la plénière, vous avez un rapporteur. Ce rapporteur, pas un politicien. Il est recruté sur le concours. Appelle la candidature, et puis on le recrute. Lui et son adjoint, ils font partie du bureau et de surcroît membres de la plénière. Et enfin, vous avez 6 délégués des forces politiques. On veut réduire au minimum les forces politiques. Donc, 6 délégués des forces politiques. Et on vous dira plus tard comment ces 6 délégués vont venir. Après,
on peut monter des tableaux hauts pour que les gens qui sont de l'autre côté voient. Juste monter un peu plus. Si ça peut monter, donc, maintenant nous avons le bureau. Comme je l'ai dit, le bureau, vous avez 8 délégués des confessions religieuses, 8 délégués des forces sociales et un rapporteur. Ça fait 17 membres du bureau. La plénière, 23. Le bureau, 17. 17 plus 6 qui viennent de la classe politique. On va dire qu'il y a des forces politiques. Les forces politiques vont avoir chacun 2 membres. Les forces politiques, on va les choisir comment? Il faut aller. Nous avons des élections. Ces élections se sont passées comme elles se sont passées. Il y a eu des gens qui ont fabriqué des chiffres. Que vous preniez les chiffres, les résultats qui sont sortis du serveur de la CENI, que vous preniez les résultats fabriqués par M. Nanga, que vous preniez les résultats sortis par nous, la MOCA, il y a eu 3 forces politiques. Ces 3 premiers, ça peut constituer la référence. Et chacun, par derrière lui, envoie 2 délégués au sein de la plénière de la CENI. Donc, la plénière a un rôle de contrôle. Évaluation, contrôle. Mais les bureaux font tout. Et les bureaux, composés, comme je vous le dis, le bureau n'est pas géré par un président inamovible, tout puissant, tout fort. Non. Le bureau est géré et dirigé à tour de rôle par les confessions religieuses. Les 8 confessions religieuses vont gérer les bureaux chacun pendant 3 mois. C'est une rotation. Ça tourne. 3 mois, vous gérez et après, l'autre confession vient et ils vont s'organiser. Il y a des mécanismes qui sont mis en place pour encadrer la rotation. Et donc, si le travail est fait correctement, s'il y a la transparence, s'il y a les day-to-day comme on dit, si on fait les next steps, donc ça se fera correctement. Aujourd'hui, la gestion moderne, c'est une gestion transparente. Les sociétés sont devenues comme ça. Il n'y a pas le chef tout-puissant qui va centraliser et tout le monde fait la queue pour qu'il soit reçu à tour de rôle. Donc, voilà le bureau. Et puis nous descendons. Après le bureau, nous avons ce qu'on appelle aujourd'hui le secrétariat exécutif national. Ça, c'est le cœur de la CENI. Nous déconcentrons ça. Nous déconcentrons, ce qu'on appelle le secrétariat exécutif national en 3 secrétariats. Nous gardons un, qu'on va continuer à appeler secrétariat exécutif national, un deuxième secrétariat national des opérations, chargé des opérations pour ceux qui étaient dans ce pays en 2005-2006 et 2007. Rappelez-vous de ce qu'on a appelé BNO, Bureau national des opérations. C'était comme ça. La CEI était déconcentrée. Le CEN, le secrétariat exécutif national, est venu après. Donc la CEI était déconcentrée de cette façon. Et vous avez les BNO et vous avez les CNT qui s'appellent les Centres nationaux de traitement. Maintenant, nous appelons ça Secrétariat national de traitement. Et chacun a ses responsabilités, chaque secrétariat a ses directions, et puis on travaille correctement. Et le secrétariat exécutif national qui reste va être en charge pour la gestion administrative de ce qu'on appelle les SEP, le secrétariat exécutif provincial. Il y en a 26. Et puis, sous ces secrétariats exécutifs provinciaux, vous avez des antennes, donc qui seront gérées. Et donc, là, nous pensons que la CENI pourra être efficace. Et je le répète, ce que j'ai dit, c'est la fonctionnalisation. Et maintenant, autre innovation, détail, c'est que les commissions. Avant, vous aviez des responsabilités attribuées au président, attribuées au vice-président, attribuées au rapporteur. C'était les 3 tout-puissants. Et les questions géraient l'argent pour arranger tout le monde. Donc maintenant, nous allons passer dans le système des commissions. Nous créons 8 commissions.
C'est là où se fait le travail. Vous avez la commission juridique, vous avez, je ne vois pas, oui, vous avez la commission juridique, vous avez la commission inscription sur les listes, vous avez la commission, il faut que je vois, déroulement des scrutins. pardon, Déroulement des scrutins. déroulement des scrutins, vous invitez, Et collecte des résultats. commission collecte des résultats, L'éducation civique et électorale. commission éducation civique et électorale, Administrative et financière. commission administrative et financière, Logistique. commission logistique, Infrastructure et patrimoine. voilà, et puis il y a la commission Recrutement. Recrutement et information. recrutement et formation, La dernière, informatique et télécommunications. et la dernière commission informatique et télécommunication. Tout se fait là, dans les commissions. Et ces commissions, s'il vous plaît, monsieur, et ces commissions, à la tête de chaque commission, il y a un responsable des confessions, d'une confession religieuse. Vous voyez qu'il a du travail. La confession religieuse où les délégués dirigent la commission et son adjoint, c'est un membre de la société civile. La société civile est là, regarde, contrôle, surveille. Ils travaillent ensemble pour gérer, organiser la commission. Et la plénière, et c'est comme ça que vous voyez ce qu'on appelle les dotted lines. Et la plénière aussi a un rôle, une responsabilité de contrôle. Voilà l'organisation. Très simple. Les sociétés modernes fonctionnent aujourd'hui comme ça, par la délégation d'autorité, par la fonctionnalisation, par le contrôle et pour s'assurer de l'efficacité. On peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je vais récapituler ce que je viens de dire. Première idée force, dépolitiser la CENI. Nous dépolitisons comment? Par un bureau composé exclusivement des délégués de la société civile. 8 confessions religieuses. Je les cite: Église catholique, Église du Christ au Congo, Église des réveils, Église kibanguiste, l'Armée du salut, Église musulmane, Église orthodoxe, Église et Église indépendante. Les 8 sont là aujourd'hui, ils sont regroupés dans ce qu'ils appellent les CIBE. Et c'est comme ça qu'ils le gèrent, qu'ils le discutent. Nous sommes passés individuellement auprès de chaque confession religieuse pour discuter avec eux de cette proposition. Cette proposition, c'est depuis 2019. On parle de ça. Et c'est depuis 2019 que nous discutons, en tout cas avec les confessions religieuses, pour faire passer notre idée. Et je suis désolé. J'ai vu le professeur Bob Kabamba dans la salle, et je suis désolé parce que si nous avions suivi l'initiative du professeur Bob Kabamba avec l'Union européenne, d'avoir ces forums de haut niveau, si j'ai encore une bonne mémoire, ça s'est passé le 24 août de l'année dernière. Quand vous prenez septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars aujourd'hui, nous avons perdu 7 mois. 7 mois. Cette initiative était mise en brèche par certaines personnes, je ne sais pas pourquoi. Donc, nous disons, si le bureau est composé de ces 8, nos chefs spirituels, nos pères spirituels, vont certainement se dire, écoutez, on ne peut pas, on a critiqué les politiques. Qu'est-ce que nous devons faire? Ils vont envoyer certainement les meilleurs d'entre eux. Les meilleurs, je dis sur le plan spirituel, qui craignent réellement Dieu.
Je vois Imam Moussa et j'ai beaucoup aimé. Et il répète ça souvent. Vous faites ça, vous faites ça. Vous dites ça, vous dites ça. Est-ce que vous craignez Dieu? Parce que si vous craignez Dieu réellement, vous pouvez me mentir, vous pouvez vous tromper vous-même, mais vous ne trompez pas Dieu. Et c'est très important. Et j'espère qu'une responsabilité énorme de nos confessions religieuses. Et ils seront donc assistés par ces autres organisations de la société civile. J'ai les énumère, organisation de promotion de la femme et le mois de la femme, 2 membres, organisation d'éducation civique et électorale, 2 membres, mouvement citoyen, 2 membres, conseil supérieur de la magistrature, 1 membre, et conseil national de l'ordre d'avocats, 1 membre. La plénière et la présidence du bureau est rotative entre les 8 membres des confessions religieuses pour une durée de 3 mois. Ensuite, nous avons le rapporteur et son adjoint qui sont recrutés sur l'appel de la nature, ne sont pas des politiques. Les caissiers et son adjoint sont désignés parmi les comptables publics de l'État. C'est l'argent de l'État. C'est l'argent qui doit être géré. La CENI n'est pas un endroit où on doit aller pour s'enrichir. Non. La CENI, deuxièmement, n'est pas un endroit où les politiciens vont utiliser pour que le président de la CENI achète les politiques. Nous avons vécu ça. Que le président de la CENI utilise l'argent des contribuables pour acheter les politiques. La CENI joue le même rôle dans ces pays que l'Assemblée nationale ou le Sénat, où ces présidents-là ne sont là que, enfin pas que, mais surtout pour payer, acheter les gens. On ne peut pas accepter ça. Autre idée force, c'est la fonctionnalisation du GDT. Les membres du bureau supervisent chacun une de 8 commissions. Et chaque commission est présidée par un délégué de confession religieuse, secondé par un délégué de forces politiques. Les forces sociales, pardon. Le contrôle de ces commissions est assuré par les 6 délégués des forces politiques. Je crois qu'ils ont là un aide. Et nous disons que et les bureaux et la plénière, nous voulons que le mode de décision soit des consensus. On peut arriver les divergences. Comment gérer ces divergences? Si nous voulons y arriver, si nous avons la volonté, nous savons ce qui nous attend. Ce qui nous attend aujourd'hui, c'est redresser ce pays qui est en train d'aller à volo. Ce pays que nous avons les 2 3460 km, et aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe, l'insécurité partout, les vols partout, et nous devons être capables de nous ressaisir. Et nous dire, la démocratie, c'est aussi une des définitions que j'aime, je crois que Senghor, l'ancien président sénégalais Senghor l'utilisait beaucoup, c'est de voir comment gérer nos différences. Comment nous mettre ensemble pour gérer nos différences. On peut y arriver, et je suis convaincu que le monde est aujourd'hui peut-être conflictuel, mais les gens arrivent toujours à avoir des consensus, à réduire au maximum les différences pour voir ce qui nous unit. Quand nous étions à la conférence nationale souveraine, le cardinal Mosengo, alors Monseigneur, il répétait à chaque fois, s'il vous plaît, mettons de côté nos différences. Mettons ensemble ce que nous avons en commun. Et nous allons réussir. Pour ceux qui se rappellent, qu'ils se rappellent encore de son message. Qu'avez-vous fait
Et on va nous demander, qu'avez-vous fait? Pas simplement aux Congolais, les diplomates que vous êtes ici. Je rencontre certains ambassadeurs qui étaient ici à l'époque. Je les rencontre, que ce soit de tous les pays, je ne vais pas citer les pays ici. Je les rencontre. Mais on peut vous dire, qu'avez-vous fait quand vous étiez là? Quelle était votre contribution? Est-ce que vous avez dérangé, grisé les systèmes? Est-ce que vous avez mis de l'huile, de la graisse pour que ça roule, ça coule? Flawless. On va nous demander, donc nous tous, nous sommes responsables. Donc, nous disons, le secrétariat exécutif national est éclaté en 3 secrétariats, comme je dis. Secrétariat exécutif national, secrétariat national de l'éducation et secrétariat national des traitements. C'est prochain. Voilà. Donc, j'ai terminé ma présentation. Je vous remercie. C'est déjà un grand pas. Mais maintenant, quand je me situe au niveau du financement de ces réformes-là, comment ça va se passer? Parce que déjà, avec la CENI actuelle, il y a des problèmes de fonctionnement à cause des finances. Maintenant, avec la structure que vous proposez de 23 membres, des commissions, qui est une très bonne chose en termes de décentralisation, en termes de suivi, en termes d'efficacité, je suis d'accord avec vous. Mais du point de vue financement, dans un pays où les budgets de l'État peinent à dépasser les 5 milliards en termes de mobilisation interne, comment ça va se passer avec la CENI? Et aussi, vous avez proposé une rotation dans la présidence de 3 mois. Si nous nous situons dans les contextes congolais, nous savons déjà que faire une année dans une structure, quitter pour donner la place à une autre personne, c'est déjà problématique et en termes de suivi, et en termes d'implémentation des politiques publiques, et en termes d'efficacité d'évaluation. Maintenant, avec la centrale électorale, avec la présidence de la centrale électorale que vous proposez des 3 mois rotatifs, comment ça va se passer et quelle serait l'efficacité de cette mesure-là pour obtenir des élections transparentes, des élections crédibles telles que proposées? Merci beaucoup. Nous sommes partis ici comme quand on élabore un budget. Nous sommes partis dans ce qu'on appelle l'élaboration du budget base 0. Comment faire fi de tout ce qui s'est passé? Parce que ce qui s'est passé, ça ne s'est pas bien passé. Et nous avons élaboré cette proposition. Mais vous dites que vous savez comment ça se passe au niveau du Parlement. Pour nous, il n'est nullement question qu'on prenne ces parlements. Ces parlements, vous savez comment il a été constitué. Si de fait nous acceptons qu'il existe, on va trouver des accommodations. Mais la configuration ne peut en aucun cas être celle de ces parlements. Parce que j'ai déjà appris, j'ai vu que les gens sont excités. Ah oui, tel a déposé une proposition de loi. Non. Ça va, et c'est pour ça que j'ai cité le professeur Bob Kabamba. Nous devons, entre parties prenantes, nous mettre ensemble, discuter. Et dès que nous avons discuté, tout est arrangé, comme le Premier ministre vient de vous dire, c'est une proposition. Il y a des gens qui peuvent amener des améliorations et puis nous aurons un document final entre parties prenantes. Et à la fin, nous sommes d'accord parce que nous sommes dans une situation de fait et amener ça à l'Assemblée nationale pour entériner ça in globo. Exactement, et vous le savez, vous étiez présents quand nous nous sommes réunis au dialogue organisé par la conférence épiscopale nationale du Congo, fin 2016, nous nous sommes réunis en politique, et les politiques, il était question que ce que nous nous sommes convenus, qu'on amène ça à l'Assemblée nationale pour entérinement.
Donc, il n'y a pas de souci. Et aussi, n'oubliez pas le peuple. Aujourd'hui, le peuple congolais est réveillé. Le peuple congolais ne laissera pas des politiques véreux, ou comme disaient les jeunes Idengo, des politiciens escrocs, aller, prendre les devants. Comment vous comprenez qu'un député, laissons le député de côté, un sénateur, 2 sénateurs, 10 sénateurs, des sénateurs, on le trouve dans les toilettes du palais du peuple en train de se faire acheter par des candidats. Est-ce que vous trouvez ça normal? Merci. Je peux compléter. Merci, monsieur le coordonnateur. Je voudrais dire à notre ami de ne pas s'inquiéter outre mesure. Je dis bien outre mesure. Nous voulons 2 étapes dans les discussions. Une première étape qui est, j'allais dire, informelle, et une étape qui formalise. Du moment où les autres forces, en commençant par celles qui occupent notre pays et se reposent sur le peuple, acceptent le principe des discussions, nous aussi, on accepte le principe de discuter avec eux en des qui sont illégitimes. C'est déjà un compromis qui voudra que nous puissions travailler ensemble. Nous avons dit un espace d'échange et de discussion pour nous mettre d'accord sur le texte avec des compromis, avec des synthèses. Et la deuxième étape, c'est celle de la formalisation à travers le Parlement. Qu'est-ce que ça signifie? Vous voyez, même si ces pouvoirs étaient légitimes, les lois, y compris la loi budgétaire, ne se discutent pas au Parlement. C'est vrai qu'au Parlement, on va amender, enrichir, il y a un rituel. Mais le Parlement, les lois, les textes sont discutés à l'informel au sein des appareils politiques, au sein de la coalition. Et quand ça va au Parlement, c'est plus ou moins avec les grandes orientations déjà définies par les partis dirigeants. C'est le principe des partis dirigeants. Même aux États-Unis, en Europe, c'est dans le pouvoir, c'est dans les états-majors qu'on arrive à trouver la synthèse qui oriente à travers la loi la société. La loi est sous-tendue par la vision et le projet de société. Donc, nous allons avoir cet échange, un peu comme on a fait avec le Parlement belge pour avoir la première constitution. La première constitution n'était pas élaborée par des députés au Parlement. Elle était discutée par les forces vives, la partie congolaise, la partie belge, à travers les appareils politiques belges et les forces politiques de chez nous. Et on a trouvé ce consensus. Le Parlement n'a fait qu'endosser cette volonté politique issue de ces compromis-là. Voilà la formule que nous envisageons, qui est tout à fait classique. Même si nous étions devant des forces élues, elles auraient trouvé des compromis comme coalition, en dehors de l'instance institutionnelle qui, elle, endosse ou interdit. Merci. Gabriel Reddy, fondamental, intéressant. Monsieur le Premier. Et je vous ai dit tout à l'heure que la démocratie, c'est aussi la manière de gérer intelligemment et pacifiquement nos désaccords. Donc, je crois que s'il y a des hommes et des femmes de bonne volonté, nous pouvons arriver. Et les pères spirituels sont là. Je crois que chacun doit mettre du sien pour que les politiques, hommes et femmes, mettent de l'eau dans leur vin et pour qu'on aille de l'avant. Et sinon, deuxième question, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Et je vous avais répondu à l'époque que je croyais vraiment que les gens allaient s'abstenir de ce genre de bêtises. Je n'ai pas mis le peuple dans la rue. Aujourd'hui, je mettais le peuple dans la rue. Tous. Aujourd'hui, le peuple congolais sera dans la rue. Si les gens s'amusent, vous allez voir ce que vous allez voir. Si les gens s'amusent aujourd'hui, vous allez voir ce que vous allez voir. Je ne suis plus là pour dire, ah oui, qu'on vient de dire partout où je vais à l'étranger. Monsieur Fayoulou, vraiment merci beaucoup. Merci pour votre lutte pacifique. Vous n'avez pas demandé au peuple de descendre dans la rue. Cette fois-ci, le peuple descendra dans la rue. Et le peuple n'est pas prêt. Le peuple n'est pas prêt pour que parce que le peuple n'a pas confiance au Parlement.
Et si les gens disent que voilà, nous allons passer par la force, bon, ben, voilà, on va mettre sur la table le rapport de force. Merci. Merci. Vous voulez savoir ce que nous ferons pour amener les autres à la table des négociations. Bien. Si nous étions une démocratie caractérisée par un clivage entre une majorité et une minorité, on sait que les autres ont la légitimité pour gérer parce qu'ils sont majoritaires et les autres ont la légitimité pour la volonté, l'opposition, la contradiction. Les contextes seraient différents et les discussions pourraient être et à l'informel et au sein des institutions. Ce n'est pas ça les clivages entre des légitimités différentes. Les clivages, c'est d'une part les gens illégitimes qui s'imposent à la tête du pays, d'autre part le peuple lui-même organisé par nous comme résistance. Et donc le peuple va faire toutes les pressions, y compris ceux qui sont ici, à savoir les forces vives de la nation. Nous ferons toutes les pressions nécessaires pour amener ceux-là à aller vers le peuple avec nous pour que celui-ci tranche. Il s'agit de la guerre d'un peuple face à ses oppresseurs. Il ne s'agit pas d'un clivage entre eux et nous. Ce serait même nous faire honneur. Nous sommes trop petits pour, bien que nous l'incarnons dans ses aspirations, ce peuple-là, il veut le changement. Voilà les clivages. Et il ne représente pas les changements. Donc nous demanderons au peuple de porter très haut, très fort ses revendications et pour cela, il sera soutenu à l'intérieur du corps avec ces deux pays. Merci. On met les Congolais qui sont sur le territoire congolais et pour avoir une élection transparente, je crois que le président pourrait soutenir cette idée, mais pour aller vite avant que l'élection 2023 soit faite. Je vous remercie. Il élabore son budget, et puis elle gère. Et elle gère avec les organes qui sont en son sein. 23 membres, ils sont permanents ou ils ont seulement des rôles. Ils sont des membres de la CENI, ils sont permanents. Avec les responsabilités, comme j'ai dit tout à l'heure. Ils font les day-to-day. Donc, le travail de la CENI au jour le jour. Révision constitutionnelle est-elle envisageable? Écoutez, la Constitution, telle qu'elle est là, elle est verrouillée dans beaucoup de ses dispositions. Aujourd'hui, les gens parlent du deuxième tour. Je ne pense pas que les dispositions verrouillées font problème. Donc on ne peut pas les toucher. C'est le deuxième tour. Là, je pense que tout peut s'organiser, mais en discussion entre parties prenantes. Dans les dispositions non verrouillées. Mais est-ce que la question se pose réellement? Si la question se pose, voilà, on va écouter le peuple congolais. La classe politique, les parties prenantes vont discuter. Pourquoi le deuxième tour? La fois passée, nous avions eu le deuxième tour en se disant les gens étaient déjà réunis, organisés, ils ont présenté un candidat et c'était très simple. L'Amouka avait son candidat, le FCC avait son candidat. Malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Vous pouvez avoir le deuxième tour et si les choses ne sont pas bien organisées, vous n'aurez pas les élections apaisées. Pour nous, ce qui importe, c'est avoir d'abord un climat apaisé avant d'aller aux élections. Nous avons les préalables. Ces préalables-là sont les réformes. C'est comme ça que nous interpellons toutes les parties prenantes pour qu'on se mette d'accord avant d'aller aux élections. Mais, et je le répète, je le dis depuis le 30 décembre dernier, je l'ai répété le 11 février, que nous n'accepterons pas les glissements. Il faut que les élections soient organisées à la date prévue. Merci. Merci. Je voudrais ajouter un mot à propos de l'autonomie de la CENI. En fait, il s'agit de l'autonomie tant externe qu'interne
c'est-à-dire à l'intérieur de la CENI. Externe, c'est par rapport au gouvernement. Nous ne voulons pas dire CENI inféodée au gouvernement et qui va pleurer tout le temps pour que le décaissement se fasse en sa faveur. Il faut une procédure classique, celle de la loi financière, qui consiste à faire une mise à disposition trimestriellement ou mensuellement de manière à ce qu'elle s'organise de manière autonome. À l'interne aussi, nous voulons que la chaîne de la dépense soit organisée. Pour que entre les différents organes statutaires de la CENI, qu'il y ait une certaine indépendance des différents responsables par rapport à leurs missions respectives. À savoir que le président, encore que le président lui-même relève d'une procédure rotative, ce n'est pas une même personne toute puissante, elles vont se relayer de manière tournante, mais que celui qui est président à un moment donné ait le pouvoir de renoncement, mais qui n'ait pas les autres compétences, y compris celles d'engagement, de liquidation et de paiement. Et donc la chaîne soit respectée dans la mesure où chaque bureau, à travers son président ou son vice-président, ait ses besoins, son crédit, qu'il fasse l'objet d'un décaissement en procédant par engagement, liquidation, etc. Donc ce n'est pas le tout-puissant président, encore il n'est pas unique, qui va mettre à sa disposition toutes ses compétences pour gérer les finances, ainsi mettre sous sa tutelle les autres membres du bureau et les autres membres de la plénière. Je remercie l'intervenant tout à l'heure, je suis Mme Brasiani, et tout ça a été assez pour ça au Tout un contexte. Depuis 1960, nous avons un contexte. Et vous dites comment le financement va se passer. La CENI a dépensé pour les élections passées près d'1 milliard de dollars. Mais plus de la moitié était, elle est dans les poches des gens. La CENI aujourd'hui est pléthorique, plus pléthorique que ce que nous nous proposons. Aujourd'hui, les bureaux, regardez les bureaux du président et les cabinets du président, combien de membres? Les cabinets des membres du bureau, combien de membres? C'est pléthorique. Mais là, nous prenons un cabinet qui est collégial, un bureau où les gens, peut-être, comme on dit dans les assemblées provinciales ou dans les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale ou du Sénat, le président a droit à un cabinet de 7 personnes, ainsi de suite. Donc, nous avons un cabinet, on va réduire de plus de moitié l'effectif actuel de la CENI. Si de ça que vous parlez, la réponse est là. La configuration actuelle fait appel à peu des membres payés par la CENI. La configuration actuelle engage des réductions des coûts parce que on ne va pas utiliser l'argent de la CENI pour corrompre les politiciens. On ne va pas utiliser l'argent de la CENI pour s'acheter des maisons à la Gombe ou en Afrique du Sud ou à l'étranger. Non. Donc, les indemnités, ou je ne sais pas comment vous les appelez, les émoluments des membres de la CENI seront connus de tout le monde. Nous sommes le seul pays où on ne sait pas ce que le président de la République touche. Nous sommes le seul pays où on ne sait pas ce que le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat touche. Nous sommes dans un pays où on dit que non, venez, qu'il faut vous me donner de l'argent pour corrompre les membres parce que je vais être président du Sénat ou je ne sais quoi, ou membre du bureau, parce que là-bas je vais toucher 50 000 $ par mois. 50 000 $. Vous avez vu dans quelle institution au monde, aujourd'hui, même dans les pays le plus riches du monde, où l'animateur principal touche 50 000 $. Ça existe. Donc, vous pouvez déjà réduire les coûts à partir de ces moments, à partir de ces niveaux. Qu'est-ce qui est alloué à chaque membre? Il est là, il va, il dit que je vais vivre correctement, j'ai besoin d'aller au bureau et de travailler, j'ai, la garantie, l'assurance médicale et ainsi de suite. Mais on ne va pas là-bas pour devenir riche. Si vous voulez devenir riche, allez faire du commerce, créer des entreprises, faites des start-up. Donc,
Pour ça, à ce niveau-là, notre proposition a tenu compte des réductions des coûts. Dernière question, les 3 mois de rotation. Nous voulons être effectifs. Ça s'applique ailleurs. Ça s'applique. En Suisse, la présidence est rotative. Et dans beaucoup de pays, dans des organisations internationales, mais si les choses sont faites correctement, où tout le monde participe, où il y a check and balance, les gens voient ce qui se passe. Vous prenez une décision collégialement. C'est juste comme si vous venez, vous mettez quelqu'un pour présider les réunions. Ce monsieur ou cette dame, c'est juste pour présider. Et tout se passe correctement. Donc, apprenons aussi à se départir de nos idées faites. Je me rappelle, dans ma société où je travaillais, et quand c'est arrivé, il y a plus de... Ces moments, cette affaire est arrivée il y a plus de 20 ans, on disait qu'on voulait fonctionnaliser. Aux États-Unis, en Europe, c'était déjà fonctionnalisé, mais les Africains disaient, ah non, nous ici, il faut avoir un directeur général. Mais directeur général, pourquoi? On dit que vous êtes responsable d'un produit. Donc, il faut qu'on rentre dans le monde moderne. On ne va pas dire que voilà votre question, ici chez nous. Mais ici chez nous, on parle depuis 1960, rien n'a marché. Et cette fois-ci, il faut essayer de sortir des sentiers battus. Merci. Et effectivement, s'agissant du coût des financements, a indiqué que nous pouvions faire des économies en termes de personnel, qui, dans le cadre de la proposition que nous faisons, cette économie peut se dégager en fait qu'on va réduire les effectifs au sein des différents organes. Ça, c'est d'une part. D'autre part, nous pouvons faire aussi des économies en ce qui concerne le matériel existant. Je crois que la CN a dit un mot précédemment, à savoir que l'inventaire et l'audit technique pour avoir ce que nous pouvons dégager pour matériel susceptible d'être utilisé. À la suite de cette double économie, il y a maintenant ce qu'on peut dégager comme besoin de financement, d'une part, et les modes de financement. Je crois que, madame, vous avez insisté sur le mode de financement. D'où viendra l'argent avec un État en faillite? Ça, c'est évident. Nous venions de publier une tribune dans laquelle nous avons plus ou moins chiffré l'horizon des chiffres ou des besoins de financement en relevant le fait qu'il fallait un inventaire et un auditeur. Si nous faisons ces deux économies-là, ce qui va rester, nos bailleurs de fonds, nos partenaires ont toujours été disposés de nous accompagner là-dessus. Donc on pourra envisager que si nous avions à 800 millions de dollars, 700 millions de dollars, l'État congolais peut participer pour 300, 400, quitte à ce qu'il dégage dès aujourd'hui, dans le cadre du collectif budgétaire à venir, parce que j'imagine que le pouvoir actuel avec son gouvernement, avec son budget de 2021, plutôt adopté par le Parlement sortant, entre guillemets, les bureaux sortants pourraient, dans le collectif budgétaire, inscrire déjà et commencer des décaissements du tiers de la part qui reviendrait au gouvernement congolais, avec la possibilité de compléter ça avec les soutiens des partenaires extérieurs qui sont toujours là et qui veulent bien nous accompagner. Donc l'argent est là et nos partenaires ont besoin aussi que le Congo avance parce que cet échange en termes de coopération, un Congo qui se porte mieux, c'est aussi un partenariat donnant-donnant, gagnant-gagnant qui va s'installer. Ils ne vont pas faire la fine bouche pour nous aider parce qu'ils ont démontré par le passé que en nous accompagnant, nous avons pu faire de bonnes élections par le passé, relativement. Merci. C'est l'expression qu'il utilise. À chaque article qu'il publie concernant les analyses sur notre pays, parlant des élections, il dit « élection piège à con ». Alors la question, elle est fondamentale. À quoi servent des élections dans notre pays lorsque nous voyons d'un côté que nous n'avons jamais eu depuis l'indépendance un président élu par le peuple congolais et réellement élu, souverainement élu par le peuple et proclamé président de ce peuple. Nous ne l'avons jamais eu et l'histoire est là pour nous le démontrer. Alors, je me pose bien la question, jusqu'aux dernières élections ici, c'est une question fondamentale. Et lorsque nous voyons que ces élections sont des élections extraverties généralement, comme notre politique ailleurs, extraversion politique, extraversion économique, extraversion
à tout point de vue, même culturel, eh bien, n'y a-t-il pas lieu là de se poser des questions de fond et de se dire, oui, nous voulons aller aux élections, nous sommes allés aux élections, en 60 on a eu des élections, et puis tout au long de notre histoire, on a eu des élections, en 80, je ne sais pas, en 2006, on a eu des élections, jusqu'aujourd'hui, on a des élections, mais à quoi elles ont servi? À quoi elles ont servi? D'autant plus je constate que les élections sont devenues un business. Les élections sont devenues un business, un gagne-pain pour beaucoup, n'est-ce pas? Pour certains, pas pour beaucoup, pour certains. C'est un business. Alors, à quoi est-ce qu'elles servent? Posons-nous cette question d'une manière honnête. La deuxième question concernant la CENI dont on parle de la réforme ici. La CENI a été inventée par qui? À quel moment de notre histoire? Et pour quels objectifs? Lorsque nous nous rendons compte qu'en 2006, il y a eu la CEI qui a précédé la CENI, qu'est-ce qu'elle a donné comme résultat par rapport aux élections? Et la CENI, en 2011, en 2018, les deux dernières élections que nous avons connues, qu'est-ce que la CENI a donné comme résultat à ces élections? Ne pouvions-nous pas nous poser la question, à quoi sert la CENI? Qui a voulu cette CENI? Alors que, bien avant, nous avons vécu comme beaucoup d'autres pays où les élections étaient organisées par le ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas? Et tout d'un coup, on nous fait croire que non, dans ce pays, le ministère de l'Intérieur ne peut plus être le pouvoir organisateur, c'est une institution dite d'appui à la démocratie. De quelle démocratie s'agit-il? Parlons-en. Parlons-en. Alors finalement, il y a cette fameuse question de financement des élections. Mais pendant des années, j'ai clamé haut et fort que nous n'avions pas besoin, si nous voulons des élections vraiment souveraines pour notre pays, eh bien, il nous faut sortir de cette dépendance économique qui fait que nos élections, en 2006, elles ont été complètement financées par l'extérieur. Pour quel résultat? En 2011, elles ont été financées plus ou moins par l'extérieur et l'intérieur, plus ou moins. Bon, mais l'histoire nous le dira. En 2018, on nous dit que les élections ont été financées par le trésor public de notre pays. Bon, admettons, mais toujours est-il qu'il y a un problème à propos du financement des élections. J'ai lancé une idée, nous avons lancé une idée, parce que je ne suis pas le seul, avec d'autres amis, d'organiser un fonds national pour les élections. Et ce fonds sera nourri par le peuple congolais et contrôlé par le peuple congolais. En ce moment-là, je crois que nous sortirons un peu et nous donnerons au peuple justement le moyen de contrôler, parce que c'est celui qui donne l'argent qui contrôle. C'est celui qui donne l'argent qui est le maître. Et tant que nous n'avons pas été maîtres de notre économie, de notre histoire, eh bien, nous avons vu ce que ça a donné. Alors, fin et finalité, laissez-moi dire que je ne crois pas dans des élections qui aboutissent toujours à des violences qui se terminent ou qui se mélangent avec des violences et des morts d'hommes. Il y a eu mort d'hommes avant que les élections de 2018 ici n'aient lieu. Il y a eu mort d'hommes en 2011. Il y a eu mort d'hommes en 2006. Eh bien, comment est-ce que nous pouvons sortir de là? Et lorsque nous disons qu'il faut dépolitiser la CENI en donnant cette responsabilité à la société civile, est-ce que notre société civile est-elle dépolitisée? Y compris les églises dont vous parlez. Eh bien, est-ce que nous sommes dépolitisés? Lorsque nous voyons ce qui s'est passé au cours de l'histoire, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas lieu de se poser ces genres de questions et de se mettre ensemble pour y réfléchir honnêtement et ne pas les éluder comme on a l'habitude de le faire pour aller vite aux élections, comme je l'ai entendu souvent. Allons vite aux élections, et puis on va aux élections et on gagne quoi? Rien du tout. Et le pays ne avance pas, au contraire, il stagne s'il ne régule pas. Je vous remercie. On a lutté ensemble, mais pas un seul instant, toi et moi, nous avons parlé du recensement comme préalable des élections. Je ne sais pas si les gens savent ce que c'était le recensement. Quand j'étais étudiant, je travaillais de temps en temps, j'allais à l'INSEE, l'Institut national des études des statistiques économiques. Vous savez faire le recensement. Est-ce que vous avez aujourd'hui les capacités
on me dit qu'on a le NIP. Emmanuel, est-ce que vous vous rappelez que la semaine du 19 au 26 janvier 2015, j'ai conduit une manifestation ici. Et on s'est retrouvé à la résidence de l'ambassadeur de France, où tous les ambassadeurs étaient là, y compris celui des États-Unis, pour nous dire arrêtez la population. Parce que la population a dit non, le recensement ne peut pas constituer un préalable pour les élections. J'entends des gens dire qu'on peut faire le recensement dans un an. Qui vous dit ça dans un pays de plus de 2 300 000 km², dans un pays où vous avez l'insécurité? Comment vous allez aller recenser les gens à Rutshuru? Comment vous allez aller recenser les gens dans certaines contrées de l'Ituri? Et vous allez recenser qui? Dites-moi, Emmanuel, qu'est-ce que vous aurez au niveau du recensement, l'élément essentiel que vous n'avez pas avec l'enrôlement des électeurs? Quel est le plus que le recensement va donner? On dit qu'on va savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. Mais le recensement, qu'est-ce qui fera que vous sachiez, vous appréhendez tout le monde qui vient et vous dites qu'il est congolais? Et que vous ne pourrez pas, cette technique-là, l'adapter pour l'enrôlement des électeurs. L'ancien représentant du secrétaire général des Nations Unies ici, Martin Kobler, disait que, j'ai dit, nous, communauté internationale, si nous avons quelque chose à léguer à ces peuples-ci, d'abord un bon fichier électoral. Je mets quiconque au défi qui me dise qu'il est capable, ici au Congo, de faire un bon recensement en moins de 5 ans. Mais quiconque au défi. Quel est l'Institut national de la statistique, le ministère du plan? Est-ce qu'ils ont des techniciens? Mais est-ce qu'ils ont aujourd'hui des gens capables pour larguer sur toute l'étendue de la République, faire le recensement, c'est-à-dire compter les gens de 0 à 100, je ne sais pas combien d'années, compter tout le monde. Et quand vous avez terminé le recensement, qu'est-ce que vous faites? Parce que le recensement, dans le pays, comme le pays africain, comme la Côte d'Ivoire, on fait le recensement, ils ont des cartes d'identité. Mais après la carte d'identité, qu'est-ce qu'il faut? Vous devez vous inscrire sur les listes électorales. Donc d'abord, et maintenant, Madame, tout à l'heure, Efrazi avait parlé des finances. Le recensement va vous coûter combien? Combien de millions? Combien de milliards? Le recensement. Non, je crois que c'est une fuite en avant. Nous étions tous avec ceux qui, aujourd'hui, réclament le recensement parce qu'ils veulent glisser. Et nous avons manifesté, et je le répète, la semaine du 19 au 26 janvier 2015 pour dire qu'il est nullement question d'imposer comme préalable aux élections le recensement. Et d'ailleurs, heureusement, c'est le président Kengo Adondo, qui était président du Sénat, qui a calmé la population. Et je dis non, que le peuple congolais comprenne aujourd'hui que le recensement, nous avons besoin de recensement, parce qu'on a besoin de beaucoup de choses, mais nous devons avoir d'abord un gouvernement légitime, des institutions légitimes, avec des animateurs légitimes. Mais je posais la question à mes compatriotes, à nos compatriotes de l'Est. Mais aucun compatriote de l'Est ne veut le recensement. Vous avez toute la bande là-bas, les Burundais, les Ougandais, les Rwandais vont venir se faire enregistrer. Ils ont une carte d'identité, ils sont congolais. Comment vous allez réparer ça? Il y a une complicité aujourd'hui connue entre les dirigeants ici et les gens de ces pays-là. Nous voulons rester en bon voisinage, mais nous voulons ne pas créer des situations parce que vous voulez glisser. Et non, ça, on n'acceptera pas ça. Merci. Les propos viennent des cadres d'un parti historique qui a lutté pour un état de droit. Moi, j'ai des origines politiques. Je suis né dans un parti comme l'UDPS, à savoir le PALU. Nous avons lutté pour un état de droit. Qu'on mette sur la même balance la problématique du recensement
est la problématique de la date constitutionnelle des élections prochaines. Parce que le glissement, c'est la violation de la loi. Bon, on peut dire que les autres ont glissé, pourquoi pas nous? Mais pourquoi pas vous? Parce que vous avez défendu un état de droit. Et nous, avec le peuple, nous n'accepterons plus ces glissements. Parce que les glissements égarent l'auto-octroi d'un autre mandat. Après, c'est lui qui vient de la violation de la Constitution. Nous n'accepterons pas. Maintenant qu'ils disent cela, très bien, prenons par hypothèse diabolique et qu'on accepte ça. Mais ils ne nous disent pas ça prendra combien de temps, combien ça coûte, est-ce qu'ils en ont les moyens et ça partira de quand. Ils n'ont pas réfléchi à cela. Ils auraient pu venir avec une proposition pour montrer les avantages et les inconvénients d'une telle option comparée à celle de l'enrôlement ou plus ou moins des compléments pour améliorer les fichiers électoraux. Non, c'est irresponsable. Ça montre que nous ne sommes pas sérieux comme peuple et je suis désolé, heureusement qu'il ne s'agit que d'un parti politique ou pas de tout un peuple. Merci. De vote obligatoire. Le vote obligatoire a l'avantage d'enlever l'enrôlement parce que l'enrôlement est un facteur de manipulation des résultats électoraux. Parce qu'il suffit que, comme on l'a fait la fois passée, qu'on envoie des bonnes machines dans un coin, on organise une très bonne publicité, vous aurez des enrôlements beaucoup plus nombreux que là où vous avez des adversaires. Ça, c'est un. Deux, normalement, un député représente une fraction de la population. Et ici, chez nous, c'est le seul pays probablement où les députés représentent les enrôlés. Donc, pour mettre fin à cette je considère une contradiction à la démocratie, moi je pense que le recensement est nécessaire. Mais il y a un recensement. Aujourd'hui, si vous allez au ministère de la Santé, lorsque nous organisons la lutte contre le paludisme, nous sommes obligés de distribuer une moustiquaire, par exemple, pour 2 personnes. Et le ministère de la Santé compte les gens de la population pour vacciner les enfants. Nous avons 20% de la population congolaise est représentée par les enfants de 0 à 5 ans. Pour commander les vaccins, on fait les micro-planifications de village en village, on compte le nombre de gens. Donc, cette forme de recensement-là, qui n'est pas de recensement scientifique, est faisable. Aujourd'hui, si on demande combien de moustiquaires imprégnés d'insecticides que le pays peut commander, le ministère de la Santé est capable de donner. Donc, pour moi, le recensement est important, d'abord pour nous amener à rendre le vote obligatoire, comme nous l'avons toujours été, et puis enlever le facteur de manipulation que constitue l'enrôlement. Voilà donc mes contributions. Je vous remercie. La marche des chrétiens et tout, je connais votre volonté. Vous et moi, nous avons été dans des églises, dans des paroisses, pour animer des séminaires, des conférences pour les jeunes gens. Même si on avait simplement 30 personnes, 50 personnes, on a fait. Mais la question que vous posez, est-ce que les membres de nos églises sont dépolitisés? Est-ce que la société civile est dépolitisée? On va commencer ici à chercher entre l'œuf et la poule qui vient le premier. Donc, ce débat-là, ce sera difficile. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, c'est la responsabilité de nous tous. Sinon, on ne sortira pas de ces traquenards. Nous sommes pris dans un piège. Mais vous posez la question, à quoi servent les élections? Mais c'est un piège à con. Bon, maintenant, est-ce qu'on a trouvé un autre système, une autre solution pour accéder au pouvoir? Quel est le mode de dévolution du pouvoir? En tout cas, notre Constitution dit que c'est par les élections. Et je l'ai mis ici, en première slide, que depuis 60, notre pays connaît des problèmes, des crises récurrentes, essentiellement dues au manque de légitimité des animateurs et de leurs institutions, ou des institutions et de leurs animateurs. Mais les Congolaises et les Congolais, forces vives de la nation, se sont retrouvés pour mettre en place une constitution sur base de laquelle le peuple se choisira librement ses dirigeants. Jusque-là, c'est ça. Je n'ai pas vu un autre mécanisme
qui donne la dévolution du pouvoir. Donc pour l'instant, c'est ça. Nous n'avons que les élections. Bon, si quelqu'un, il y a des coups d'État, il y a des révolutions citoyennes. D'ailleurs, l'article 64 de notre Constitution permet une révolution citoyenne. Pour l'instant, le mode pacifique, ce sont les élections. Alors, la question que vous posez, qui a mis en place la CENI? Vous le savez, mais la CENI, ce n'est pas une particularité de notre pays. La CENI concerne presque tous les pays africains. Je cite le dernier pays qui vient d'avoir les élections, la Côte d'Ivoire. Et ils ont encore gardé l'appellation CEI, Commission électorale indépendante. Tous ces pays qui vont avoir les élections, là, ce sont leurs CNI qui font les élections. Ils ont des centrales électorales. Bon, le monde est devenu un. Quand vous avez une crise, on vous dit que bon, mesures d'ajustement structurel, plus précisément, programme d'ajustement structurel, les PASS, on dit que le Brésil, le Congo, les Ghana, mais ces deux pays-là sont sortis de ces systèmes depuis, mais nous sommes toujours dans la perfusion. Mais maintenant, la question des élections, la question de la CENI, mais toutes ces questions, M. l'abbé, que vous posez, ces questions de notre maturité, la maturité du peuple congolais, la responsabilité du peuple congolais, votre dignité. Est-ce que vous êtes digne que vous allez dans un pays, qu'on vous dise que non, mais est-ce qu'on a appris là-bas chez vous que les parlementaires se sont fait acheter comme des petits-enfants? Est-ce que vous êtes content? Et vous êtes avec eux? Mais maintenant, c'est une question qui doit être, nous tous, nous devons nous la poser pour dire maintenant, comment changer des paradigmes? Comment sortir des sentiers battus? Comment dire que nous sommes citoyens quand Lumumba a parlé? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Si Lumumba, Kasavubu et les Kimbangu, tous revenaient ici aujourd'hui, seront contents de nous. Même les Mobutu qui sont morts dernièrement, même les, Mzee Kabila, est-ce qu'ils seront contents? Et donc nous sommes là. Pourquoi nous occupons cet espace? On occupe inutilement. Donc notre maturité, notre responsabilité à chacun de nous est, requise. La CENI, alors si ça a été inventé parce que nous, Africains, nous sommes faibles, nous devons nous révolter, ça, mais révolter comment? Montrer de quoi vous êtes capable. Moi, si on me dit que je ne suis pas capable, je vais dire qu'écoutez, merci, j'ai dit oui. Mais je vais montrer dans l'action de quoi je suis capable. Nous avons fait la proposition de sortie de crise. On a essayé de parler à tout le monde et tout. On nous a dit que, mais, voilà, écoutez, mais vous dites, aujourd'hui, nous vous montrons que nous sommes capables de dévoiler ces propositions. Voici un élément, la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Donc, nous, Africains, nous, Congolais, montrons de quoi nous sommes capables. Révoltons-nous par l'action positive. Dernière question, monsieur l'abbé, financement des élections. La souveraineté, mais la souveraineté ne se décrète pas comme ça. Si nous voulons être souverains et tout ça, aujourd'hui, on cherche des milliards de dollars pour nourrir les gens. On n'a pas encore trouvé. On cherche des milliards de dollars. Le pays ici, il y a 40 millions de Congolais qui vivent, et encore, quand on dit 40 millions, je ne sais pas, sous le seuil de pauvreté. Les programmes alimentaires mondiaux, les tels programmes, les tels. Donc tout ça, nous cherchons à nourrir, nos populations. Les autres pays s'organisent pour payer ce qu'ils doivent payer. Mais nous, qu'est-ce que nous payons? Tous nous sommes perfusés. Tous. Alors, maintenant, la souveraineté doit commencer par, pour moi, la mise en place des institutions légitimes, avec des animateurs légitimes, qui, eux, doivent être conscients qu'ils ont été mis en place par le peuple, qu'ils ont un mandat du peuple, qu'ils peuvent avoir un délai de grâce. Mais passer ce délai de grâce, le peuple doit demander des comptes parce que dans la période requise, ils doivent aller de nouveau, aux élections. Voilà, monsieur l'abbé. S'il vous plaît, docteur, attendez un moment le temps que je complète le président.
Monsieur l'abbé, vous avez parlé de ce que depuis 1960, les élections sont toujours contestables, etc. Et ça vous permet de remettre en question la CENI. Vous avez raison, mais seulement on a expérimenté les deux scénarios, à savoir élection organisée par l'administration, élection organisée par la CENI. À chaque fois, ça n'allait pas. Donc, ce n'est pas l'organe organisant des élections qui pose problème, c'est le système globalement. Il faut travailler sur le système, mais travailler sur le système, ça ne se décrète pas. C'est un processus historique. Même les vieilles démocraties actuelles qui se sont développées ont appris en se trompant. C'est dommage que les gens les disent comme ça. Un peu comme si j'étais d'accord qu'on se trompe, etc., et qu'on apprenne à se tromper. Je n'exprime pas un vœu, j'exprime un fait historique qui veut que c'est progressivement, dans les rapports de force, qu'on a évolué pour l'amélioration qualitative de la société. C'est toute la société prise comme système qu'il faut améliorer. L'organisation des élections, quel qu'en soit l'organe, n'est qu'une désarticulation. Donc, administration comme CENI, tant que le système est mauvais, tant qu'on lutte pour construire la démocratie, c'est-à-dire la transparence, les régularités, les résultats, nous aurons toujours des faiblesses, quelle que soit l'instance par laquelle nous organisons les élections. Donc c'est un combat dans un processus historique. Deuxièmement, vous parlez du financement en proposant que nous puissions organiser les fonds pour être plus ou moins souverains. Non, ce n'est pas tant parce que les ressources viennent du peuple, parce que même les ressources de la CENI actuelle viennent du peuple à travers les trésors publics, à travers l'impôt. C'est celui qui gère les fonds. Moi, pardonnez-moi de le dire comme ça, j'ai organisé les élections en 2011 avec un financement plus ou moins de 100%. Pour nom de la souveraineté, mais il y a eu des contestations, il y a eu la fraude plus ou moins. Donc c'est pour dire comment organiser la souveraineté, comme a dit le président élu Martin Fayulu, pour que l'autorité qui incarne la souveraineté soit l'émanation du peuple et se sente plutôt redevable et fasse en sorte qu'il n'y ait pas des élections et n'organise pas la fraude ou les glissements. C'est cette étape-là qui ne se décrète pas non plus, qui est le résultat d'un combat de tout un peuple. Donc, ce n'est pas parce que nous aurons créé un fonds, sa gestion sera institutionnalisée. C'est comme le budget de l'État qui vient d'un fonds collecté auprès du peuple. Et quand vous institutionnalisez, donc vous dépendez des animateurs, des institutions qui peuvent être bons ou mauvais, ou tout en étant bons, être faibles, etc., et les dysfonctionnements. Voilà donc, tout en vous encourageant dans cette démarche critique, je vous demande que nous prenions acte que nous devons évoluer grâce justement à ces discussions. Quelquefois des discussions intellectuelles, quelquefois ça pourrait être violent, et les vieilles civilisations sont aussi la contrepartie de la violence. Je pense qu'il y a des guerres qu'on n'a pas encore faites. Merci. Vous amenez cette proposition-là en disant que le vote est obligatoire, donc toute personne doit voter et qu'on n'a pas besoin d'enrôlement. Les jours de vote, il vient, il montre ses documents et puis il vote. On peut aller dans ce sens-là. C'est une proposition que vous pouvez mettre sur la table. Mais je reviens encore sur le recensement. Je suis totalement d'accord avec vous qu'un député représente une fraction de la population. Mais qu'allez-vous répondre? J'ai encore lu beaucoup de compatriotes toute cette semaine du Sud Kivu, du Nord Kivu, de l'Ituri, qui disent que ne vous amusez pas à nous amener les recensements ici. Comment allez-vous répondre à ces concitoyens? Parce que Kinshasa n'est pas le Congo. Parce que vous pouvez avoir. Donc il y a des gens qui vivent avec des situations extrêmement difficiles de voisinage. Comment vous allez empêcher les autres qui ne sont pas congolais de venir s'enregistrer, s'enrôler, enfin disons, se faire recenser et ils sont recensés comme congolais. Ils ont des cartes d'identité. Mais je suis d'accord avec vous, c'est pour cela qu'il faut commencer cette action. Cette mesure, c'est une mesure provisoire. Et ça a été provisoire, c'est comme ça Martine Kobler disait, donner à cette population les vraies
fichier électoral. Si nous avons un bon fichier électoral, si nous disons toutes choses restant égales par ailleurs, ça veut dire que nous avons la proportion et ça serait au prorata. Donc, cette population, si on ne le fait pas, on dit que non, comme la fois passée, le Congo central, on a dit seulement 34% de la population qui a été enrôlée. Kinshasa, moins de 40%. Mais on a gonflé les chiffres. Au Sankourou, sur 222 200 000 personnes qui vivaient en ce moment, on a enrôlé 2 20 000 personnes. Pour finir avec 1 100 000. On a retranché plus d'1 million. Mais, et je mets aussi quiconque au défi, parlons des élections de 2018. Monsieur l'abbé, parlons des élections de 2018, docteur Sonji. Si monsieur Nanga ne s'était pas interposé pour fabriquer les résultats, on ne serait pas là. Le peuple congolais, ce n'est pas le peuple. Le peuple congolais s'est donné de la peine pour aller voter. À voter, c'est pour ça que nous parlons de la vérité des jeunes. Si la vérité des jeunes s'était exercée, et vous l'avez vu, que la CENCO a donné les résultats, vous l'avez vu, le serveur de la CENI a donné les résultats, mais si certains compatriotes n'avaient pas trahi les Congolais, on ne serait pas là. On ne parlerait pas des élections truquées et tout ça. On aurait déjà eu une situation qui commence à se normaliser. Donc, au lieu de chercher des complications, moi j'ai appris, quand vous avez une équation mathématique ou n'importe quelle équation, mais il faut d'abord la simplifier. Donc, le système aujourd'hui, simplifions, entrons dans le système normal et après, nous aurons le recensement. On ne dit pas que le recensement, nous sommes contre le premier. Je vous ai parlé de l'INSEE ici. Moi, le premier, je suis pour le recensement, mais pas comme préalable aux élections. Et le recensement qui doit être fait par des institutions légitimes et non illégitimes. Merci. Docteur, je crois que nous devons faire la différence entre les principes et la réalité devant laquelle nous sommes. Les principes en situation normale, institutions démocratiques, situation stable du pays, etc., sans tout ce que nous avons à l'est du pays, l'invasion de notre territoire, c'est ça le principe. Les choses sont faisables. Mais ça, c'est le principe. La réalité, c'est quoi? C'est que nous sommes devant une triple contrainte. La première contrainte, c'est le temps. D'abord, la Constitution qui nous fixe un délai. À moins que vous pensez qu'on peut contrebalancer la date de la Constitution par l'organisation des recensements et dire à la Constitution, tu restes là, on s'en fout de toi. L'administration exige la transparence et il faut le recensement. Ça, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte, par rapport à celle-là, c'est le temps que prendraient les recensements. Si nous étions en situation normale, on peut prendre 1 an, 2 ans. Maintenant, nous sommes dans un délai qu'il faut tenir pour ne pas violer la Constitution. La troisième contrainte, c'est le financement. Est-ce qu'il faut financer l'enrôlement et le recensement? Si c'est le recensement ou dégager le moyen aussi important qu'implique cette démarche. Donc, nous sommes d'accord avec vous si vous voulez développer le principe qui correspond à la situation souhaitable et idéale. Mais si vous voulez rester dans la réalité du moment avec l'exigence du respect du délai constitutionnel, cette idée devient de la part de ceux qui la proposent, pardonnez-moi de le dire, assez stupide, parce que déjà ils ne se donnent pas, puisqu'ils sont au pouvoir, l'obligation de nous dire combien ça coûterait, où est l'argent et combien ils en ont déjà dans l'escarcelle de l'État et combien ils ont donné à l'ONIP qui n'attend que ça. Voilà ce que nous pensons. Donc, soyons réalistes et regardons les choses parce que nous voulons revenir à la normalité. Il faut commencer avec les processus électoraux, d'où la nécessité d'améliorer les fichiers électoraux pour que par la suite, après normalisation de la situation institutionnelle, nous puissions passer au recensement, même si d'ailleurs les deux peuvent se faire parallèlement, à savoir que si le gouvernement c'est sans la capacité financière de financer les recensements, peut le faire en même temps qu'améliorer les fichiers électoraux par un complément d'enveloppe. Merci. La question était de savoir, parce que vous avez parlé de la MOCA, cette initiative a pris combien de temps? Parce qu'on a déjà un petit bouquet qu'on va lire en fait avec beaucoup de pages, et savoir cette initiative, vous avez préparé ensemble avant le départ de d'autres membres de la MOCA. Bon, c'est pas
Ça ne peut pas venir que ce qu'on a appelé tort à tort ou à raison aux positions républicaines. Globalement, c'est la loi qui l'a fait. Merci. Oui, vous avez une partie de la réponse, je vais vous donner. Madame, cette affaire est partie au mois de mars 2019, même avant. Dès que nous avons eu cette fabrication de chiffres, si vous lisez notre communiqué du 30 juillet à Lubumbashi, tout le monde a signé. Au point 5, nous disons que la MOCA continue à dénoncer, continue à réaffirmer ou réaffirme sa victoire aux élections de 2018 et continue de fustiger les comportements de la CENI qui consistait à fabriquer les chiffres et les comportements de la Cour constitutionnelle qui consistait à valider ces chiffres-là. Et dès qu'il y a eu validation des chiffres, nous avons écrit à l'Union africaine par ma signature. Mais tous les documents, la MOCA a vu, et même les membres de la MOCA ont contacté les gens de l'Union africaine pour passer ces documents. C'est le 8 février 2019. Le 8 février. Et nous avons donné déjà la proposition de sortie des crises. Et après, au mois le 23 février, nous avons reçu des diplomates, nous avons discuté, nous avons commencé à parler de ces propositions de sortie des crises, en tout cas notre proposition. Et nous nous sommes réunis, et en mars encore, ici à Kinshasa, certains diplomates et certains membres de la MOCA ont conféré sur cette proposition de sortie des crises. Du 21, le 21, le 22, le 23 mars 2019 à Bruxelles, tous les leaders de la MOCA, les 4 que nous étions, et ou même les 5, ajouté Mboussa, on était à 6, à Bruxelles, nous avons décidé, avec même des experts, nous avons décidé tous d'aller aux réformes. Et nous avons imaginé ces réformes. Nous avons listé quelles réformes. Tous, on a parlé. Et il y a un communiqué. À qui proposez-vous? S'il vous plaît, je vais vous répondre à qui proposez-vous. Vous allez poser la question si les autres leaders de la MOCA étaient... Donc, parce que vous avez posé quand ça a commencé. Ça a commencé juste après les élections, 2 semaines après la prestation de serment. Donc ça a commencé à ce moment et tout le monde a été contacté et tout le monde sait que nous avons commencé ça. S'il vous plaît. Maintenant, les leaders de la MOCA étaient là tous. Et nous avons proposé. Et donc, quand nous avons proposé, nous avons fait la proposition de sortie des crises, et là nous avons commencé la rédaction de ces documents. Ces documents, les autres n'étaient pas là. Ok, ils ne sont pas là, donc ils n'étaient pas là, ils sont partis comme le Premier ministre vient de vous dire. À qui nous proposons les documents? Au peuple congolais. La souveraineté appartient au peuple. C'est au peuple congolais. Vous voulez dire qu'on propose à l'Assemblée nationale? Non, et je répète, cette Assemblée ne peut pas gérer cette situation. En 2016, fin 2016, quand nous avons eu les dialogues de la CENCO, si vous vous rappelez, c'est les parties prenantes qui se sont réunies pour discuter et proposer des choses à la nation qui était en crise. Il y a une crise, il faut sortir de la crise. Merci madame. Oui, monsieur, posez votre question. La dernière minute, il faut négocier une transition, comme vous l'avez fait avec Kabila, où c'est le moment de trouver une solution à la crise politique qui s'éloigne à l'horizon. Merci. Vous répondez. Merci. Mais il ne faut pas le dire en plaisantant. Il ne faut pas le dire en plaisantant. Ça, tu te moques de toi-même. Tu connais ton sort des journalistes. Dans le contexte actuel de cette crise dont vous parlez, qui a justement pour origine le fait qu'on n'a pas le pouvoir légitime à la tête du pays. Est-ce que vous trouvez normal qu'aujourd'hui, le pays ait un budget de 3 milliards et 3,5 milliards en mobilisation ou en réalisation? Non, parce qu'on a un pouvoir illégitime qui n'est pas en connexion avec le peuple, qui n'a pas des appuis de la part de la communauté internationale à cause et de l'illégitimité et c'est de son modèle de gestion. Quand vous parlez des autres pays, mais les Américains, tout en étant en crise comme nous, sinon plus que nous,
ont augmenté du budget de plus ou moins 2 000 milliards, je dis bien 2 000 milliards, avec des financements monétaires. Sauf que chez eux, les financements monétaires trouvent la contrepartie dans l'offre économique, et parce qu'il y a une offre, il y a un prix qui peut répondre en augmentant la production. Mais qui peuvent nous soutenir, parce que nous avons la contrepartie en perspective en termes de financement, plutôt en termes des gisements miniers. Est-ce que vous trouvez normal que la communauté internationale bénéficie de nos gisements miniers de la manière que vous connaissez, sans que nous aussi on bénéficie de leurs ressources financières? C'est une question de contrepartie et de discussion avec eux en leur donnant des garanties que grâce aux élections, prochainement, nous aurons des bonnes institutions et que par conséquent, nous allons améliorer le climat des affaires et qu'ils vont gagner grâce à nos investissements dans notre pays, investissements qui ne viendront pas, j'insiste, tant que le pays est dans l'instabilité et dans l'illégitimité. Voilà ce que nous pensons. Moi, je suis contre. J'ai milité dans un parti nationaliste, je suis progressiste. L'absence de souveraineté peut venir des oppresseurs internes. Il n'y a pas que la communauté internationale, quand elle nous finance, qui peut aliéner notre souveraineté. Même nous-mêmes, le plus grand bourreau de ce peuple, c'est à l'intérieur du pays. Vous mobilisez l'argent, vous mettez à la disposition de la CENI, cet argent peut venir de l'intérieur, de faire l'objet des pillages, des fédérations de la part de ceux qui donnent l'argent à la CENI. Donc, il ne faut pas plaisanter. Nous ne voulons pas d'un dialogue ni de transition. Nous ne voulons pas d'une autre confiscation du pouvoir. Autant nous sommes ouverts et que nous disons, faisons des réformes avec ce pouvoir de facto et d'occupation qui a été installé par les forces extérieures, pour qu'on aille aux élections. Ils auront fait tout leur mandat. Il ne faut pas qu'on nous demande encore d'accepter une deuxième confiscation du pouvoir du peuple avec notre accord. Jamais nous n'accepterons cela. Voilà, Eric Wemba, est-ce que vous êtes journaliste? Vous rapportez beaucoup de choses. Et je crois d'ailleurs, j'ai suivi votre dernière vidéo qui était très très éloquente. Mais est-ce que vous avez imaginé, on a parlé des milliards de dollars dépensés par la CENI. Ces gens-là sont encore là, ils ont cet argent. Si on avait fait l'audit, on pouvait récupérer combien? Parce qu'on peut récupérer de l'argent, il faut récupérer de l'argent. On peut récupérer combien entre les mains des gens qui ont détourné l'argent de l'État? Vous étiez certainement à l'hémicycle, là, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, quand il y a eu élection. La déstabilisation de ces deux bureaux a coûté combien au Trésor public? Combien on a dépensé? J'ai appris que tel a donné telle chose, tant de milliers de dollars, ainsi de suite. Ça a coûté combien? Aujourd'hui, les trains de vie des institutions, les gens voyagent par jet privé, les gens sont payés 50 000 $ et tout ça. Mais ça coûte combien? Vous ne parlez pas de ça? Nous pouvons rationaliser. Nous pouvons, si nous voulons. Je dis ici, si nous trouvons un compromis, on se dit que nous voulons les élections, c'est la volonté, on ira vers les élections. Mais nous disons que ces élections, nous devons dépenser le minimum. Que personne ne mette un franc dans sa poche. Si vous dites déjà ça, mais aujourd'hui vous avez réduit 50% de ce qui a coûté les élections la fois passée. On ne peut pas attendre parce que la Constitution n'a prévu nulle part d'attendre. Ce qui s'est passé en 2016, c'était quelque chose qui est venu et finalement nous avons dit aux évêques de la Cinco, quand ils nous ont convoqués en novembre 2016, on a dit, mais pourquoi seulement maintenant? Pourquoi seulement maintenant? Pourquoi on n'a pas fait avant? Et là, nous avons presque 3 ans devant nous, il faut le faire maintenant. Dans tout ce que nous faisons ici, dans ces réformes, nous avons déjà mis les calendriers. Il est possible, ce n'est pas l'objet de la réunion d'aujourd'hui, mais on viendra. Si on se met d'accord le plus rapidement possible, nous serons à mesure d'organiser les élections. S'il n'y a pas élection, il n'y a pas gouvernement, il n'y a pas gouvernement, il n'y a pas glissement. Merci.
chers amis, d'être venus. Nous vous remercions abondamment. Ce n'est que le lancement des débats, des discussions. Nous allons vous recontacter pour continuer la discussion. Mais en même temps, nous sommes déjà en train de préparer la révision d'autres textes en rapport avec les élections, en rapport avec les autres institutions. Et donc, c'est le débat qui commence. Merci beaucoup. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salemananoute, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanokakae. Ma Mission TV, le miroir du monde.